Bon, mais bonjour mesdames et messieurs, merci de venir assister à cette présentation d'aujourd'hui. Peut-être d'abord je vais remercier à tous ceux qui ont travaillé pour que ce colloque puisse exister, donc tous les collègues doctorants, Sylvain bien évidemment, donc la vidéo, Épiphanie qui n'est pas là, etc. Et tous ces acteurs qui ont pu faire en sorte que ce colloque existe. Et voilà, on est très content d'accueillir des chercheurs camerounais, des chercheurs d'universités, donc espagnoles, françaises. C'est vraiment un honneur pour nous d'organiser ce colloque. Voilà, donc le panel que nous présentons aujourd'hui s'articule sur les questions de circulation entre les villes et les campagnes et des marchés alimentaires. Alors les circulations entre les villes et les campagnes, c'est un thème de la géographie africaniste depuis, qui, voilà, ça fait presque plus d'une trentaine d'années que plein de chercheurs ont écrit sur ce sujet, donc bon, on pourrait faire du name dropping et citer tous ceux qui ont travaillé là-dessus, mais peut-être ça va pas être la question aujourd'hui. Donc voilà, le Cameroun, c'est quand même, enfin, c'était important aujourd'hui de présenter ce sujet-là dans un colloque sur le Cameroun, puisque le Cameroun a véritablement été un moyen de penser ses relations ville-campagne depuis véritablement les années 70, 80, 90, voilà. Donc c'était important pour nous de parler de ça. Bon, on va essayer d'aller rapidement, mais donc ces questions-là ont beaucoup bougé au fil des années, jusqu'à assez récemment avec le livre que vous avez publié sur les connexions entre les villes et les campagnes, où on repose la question, donc non plus seulement en termes de relations, mais véritablement de connexion et de création de quelque chose de nouveau. Et donc du coup, Aristide aujourd'hui va nous parler donc plutôt non seulement donc des connexions entre les villes et les campagnes, mais surtout comment la campagne impose son rythme, si je puis dire, sur la ville. Et donc voilà, ça va être véritablement une nouvelle approche, quelque chose vraiment de très intéressant qui va nous permettre de réfléchir à ces questions-là. Ensuite, Charlie va nous parler des questions d'approvisionnement et d'approvisionnement en produits halieutiques, d'une périphérie pas si périphérique que ça en apparence, puisque on est à quoi, à 10-20 km de Douala, quelque chose comme ça. 24 km de Douala, donc on est vraiment très proche, mais en vérité c'est quand même une périphérie finalement de cette métropole africaine. Et donc du coup, ben, voilà, comment cet espace permet d'approvisionner en produits halieutiques, en poissons, la ville de Douala. Et donc du coup, je vais laisser la parole à Aristide, que je remercie, et, pour sa présentation. Bien, merci Thomas de me donner l'occasion d'exposer ici à Bordeaux. Et je dois dire que ce colloque est la bienvenue pour un peu réfléchir sur les relations ville-campagne. Après que nous ayons, c'est notre zone de confort, on a travaillé, remué cette question pendant bien longtemps dans nos travaux. Et aujourd'hui, moi, on a envie d'explorer cette question autrement, en termes de pouvoir que la campagne a envers la ville. Et donc, je suis Aristide Yemafo de l'Université de Chang et je travaille sur cette question de relations ville-campagne depuis ma thèse, depuis aujourd'hui plus de 25 ans. Et au fil des observations, on évolue et on voit comment la dynamique de ces relations évolue. Et donc, mon propos est centré sur le pouvoir invisibilisé des campagnes sur les villes au Cameroun, élément pour une lecture inversée des relations.
Alors, les relations ville-campagne en Afrique, on sait qu'elles sont étroites. Ville et campagne entretiennent des relations étroites. Nous les avons analysées dans un premier temps en termes de relations linéaires, ensuite en termes de connexion. Et aujourd'hui, nous proposons une analyse en termes de pouvoir. Alors, c'est une analyse qui, qui intègre les évolutions coloniales, postcoloniales et actuelles. Et lorsque nous proposons de regarder cela en termes de pouvoir des campagnes sur les villes, on se demande quel peut être ce pouvoir. Et ce pouvoir est regardé en termes de contraintes que la campagne exerce sur le citadin et l'amène ainsi à modifier ses choix de vie et ses choix d'aménagement à la fois en ville et en campagne. Et pourquoi nous parlons de pouvoir invisibilisé? Alors parce que invisibilisé, parce que l'on a toujours pensé que la ville domine la campagne, la ville est une centralité dominante et que la campagne, même si elle a des relations étroites avec la ville, ces relations sont toujours et restent à l'avantage de la ville. Et la question que nous posons est celle de savoir dans quelle mesure les campagnes exercent un pouvoir sur les villes et redéfinissent le jeu des rapports sociaux, spatiaux et culturels, voire des rapports politiques au Cameroun. Alors, l'approche méthodologique que nous proposons est celle d'une lecture inversée, c'est-à-dire que nous recherchons davantage ce que la campagne impose à la ville, aux citadins, et modifie son comportement. Alors, l'approche va au-delà des redevances, c'est-à-dire de ce que chacun doit à l'autre. Et cette approche est dite inversée parce que notre regard est davantage axé sur ce que la campagne impose à la ville. Et donc, il faut identifier les marqueurs de ce pouvoir. Nous avons procédé par observation dans le temps long des relations ville-campagne et donc adopter une approche historique. Nous avons procédé par des biographies d'acteurs et ensuite par des entretiens approfondis et des focus groups. Alors, nous avions voulu étendre notre étude à toute l'étendue des aires culturelles camerounaises. Et nous avions les aires culturelles, il y a des aires culturelles comme l'aire culturelle Grassville où ces relations sont déjà très intensifiées. Il y a l'aire culturelle Fambeti où ces relations sont aussi importantes, l'aire Sawa, l'aire soudano-sahélien et l'aire de la diaspora. Donc, nous avions voulu un peu intégrer ce que la diaspora pense de ces relations-là. Donc, la notion de campagne ici, telle que nous la proposons, la campagne est un peu plus proche à la notion de village. Si on parle de campagne comme ici, on ne va pas sans doute comprendre. Donc la campagne ici est conçue comme le village. Et
nous allons essayer de regarder le pouvoir des campagnes à partir des marqueurs paysagers, socioculturels, politiques, mais aussi des marqueurs liés à la patrimonialisation alimentaire qui structurent donc ces relations entre la ville et la campagne. Et donc, dans un premier temps, pour les résultats, il y aura, suivant une perspective historique, nous allons d'abord montrer que le pouvoir de la campagne a toujours existé sur les villes. Il a toujours été là, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Nous allons parler des marqueurs socioculturels qui sont les plus évidents. Nous allons parler des marqueurs politiques, des marqueurs alimentaires et un petit regard transgénérationnel sur ce pouvoir des campagnes. Alors, dans un premier temps, nous disons que le pouvoir des campagnes sur les villes a existé depuis leur création. Et pour le cas du Cameroun et bien d'autres, beaucoup d'autres villes, peut-être en Afrique, il faut qu'on se souvienne que c'est les revenus du cacao, du café, du coton qui ont financé les premières infrastructures urbaines dans ces pays-là. Et donc, c'est l'excédent du café, du cacao qui a permis le financement des villes jusque dans les années 70. Et ce n'est qu'à partir, et d'ailleurs beaucoup d'études de la Banque mondiale ont démontré, les villes africaines, ce n'est qu'à partir des années 90 qu'on les a pensées comme des moteurs de richesse, comme pouvant être des moteurs économiques. Sinon, elles n'étaient pas considérées comme des moteurs économiques. Elles étaient davantage financées par les revenus des matières premières, et ces matières premières étaient dégagées dans les zones rurales. Là, on conçoit bien que à ce moment, c'est la campagne qui finançait les villes, et on n'a pas bien vu que c'était un pouvoir que la campagne disposait. La preuve en est que lorsque la crise est arrivée, la campagne a sombré et a attendu que la ville lui fasse un retour, comme on le dit chez nous. Et du coup, on a vu des études qui montraient la redevance des citadins envers les campagnes, et ainsi de suite, la redevance. On a vu davantage des études en termes de redevance de ce que les campagnes, les villes devaient remettre à la campagne. Alors, le deuxième marqueur que nous avons bien voulu présenter ici, c'est les marqueurs paysagers. Les marqueurs paysagers socioculturels, c'est des marqueurs les plus évidents du pouvoir des campagnes sur les villes. Premièrement, nous allons regarder en ville et ensuite en campagne. Alors, lorsque les villes aujourd'hui sont davantage encore, la composition des villes est davantage structurée par l'exode rural, c'est-à-dire les villes sont encore, les dynamiques démographiques des villes sont encore structurées par l'exode rural, c'est-à-dire bien entendu les gens qui viennent des campagnes, et donc les formes urbaines non planifiées qui représentent à peu près 70% de l'urbanisation sont dites non planifiées, même en fait elles cachent quelque chose, elles cachent des modes de vie rurales, c'est-à-dire
que c'est une transposition. Lorsqu'on voit 70% et puis on voit comme de l'urbanisation spontanée et anarchique, en réalité, c'est des reproductions de la campagne, de la vie en campagne, en ville. Et c'est là aussi qu'on ne doit pas voir tout cela toujours comme de la pauvreté, mais aussi comme un pouvoir. Sinon, si cette campagne n'avait pas ce pouvoir-là, elle ne se reproduirait pas autant en ville. Ensuite, nous regardons comment fonctionnent les villes en Afrique et surtout au Cameroun. On voit bien qu'il y a un droit au village qui se reproduit en ville, notamment la ville des autochtones. Il y a deux espaces qui se recouvrent habituellement. Il y a la ville, mais il y a aussi le village dans lequel la ville s'est développée, et ce village ne disparaît pas parce que la ville s'est installée. Et donc, là, ça nous permet de voir les survivances du village en ville, et pour dire que si le phénomène urbain était si fort, alors il aurait pu faire disparaître ces indicateurs de ruralité. Lorsque nous regardons en campagne, on voit bien que l'urbanisation des campagnes dont on parle tant, ce sont des marqueurs intangibles de ce pouvoir des campagnes en ville, d'autant plus que les campagnes imposent à la ville de reproduire des aménagements. Ces aménagements urbains, c'est-à-dire on voit bien comment on construit tous ces villas en ville, mais c'est des paysages qui sont commandés et assumés par la campagne, et la campagne y voit d'ailleurs un indicateur de son développement. Et bien entendu, lorsque on voit une maison de campagne, c'est le reflet de la réussite du citadin, et donc en même temps un acte de pouvoir que son village exerce sur lui, parce que c'est un acte de domination symbolique. Et nous prenons l'exemple de la célébration de la vie comme célébration de la mort, qui est au cœur de ce pouvoir que les campagnes exercent sur les villes, sur les citadins. Alors, que vous soyez sur pied ou dans un cercueil, le retour au village est un symbole d'une mission urbaine accomplie avec succès. Et on va voir que toute l'existence urbaine est une préparation au retour victorieux au village. C'est-à-dire, lorsqu'on vit en ville, on se prépare pour rentrer au village. Et la façon dont on se prépare pour rentrer va marquer toute la vie en ville. C'est-à-dire, lorsqu'on vient construire au village, on prépare son retour. Et ce retour est un retour triomphal par des marqueurs que l'on se donne. Donc, on s'est posé une question de savoir pourquoi, lorsqu'on est en ville en Afrique, lorsqu'il y a une naissance ou un décès, on se sent toujours obligé d'aller au village, soit pour enterrer, soit pour annoncer une naissance. On a regardé les cérémonies funéraires, où on observe que 95% des gens qui viennent faire une cérémonie viennent de la ville. On s'est demandé pourquoi ils ne font pas cela en ville. Pourtant, ils sont au moins à 95% venus de la ville. On sent à ce moment-là que le village, la campagne, a un pouvoir fort qu'il exerce sur ses citadins. Alors, on a regardé même chez les Bororo du Nord Cameroun. On pensait que les Bororo étaient nomades.
En tout cas, au Cameroun, la sédentarisation est actée. On ne discute plus de cela. Mais on se rend compte qu'à leur niveau, des processus de territorialisation se dégagent et qui sont marqués par le retour au village, les constructions des gourous, ils construisent des maisons au village, ils reviennent systématiquement, c'est-à-dire dans leur dernier point de sédentarisation, ils marquent le paysage par des implantations quasi définitive. Et cela nous permet de regarder d'un point de vue politique, en contexte de pluralité politique au Cameroun. Alors, Roger le disait tout à l'heure, au Cameroun, il a été théorisé la notion de village électoral. Et depuis la pluralité politique au Cameroun, on voit bien que chaque entrepreneur politique a une base électorale, une base qui recadre, qui est souvent recentrée sur sa base ethno-tribale. Qu'elle soit en ville ou au village, il y a une course à cette base-là qu'on essaye de s'assurer du contrôle sur cette base politique sous la forme de village politique. Il y a ce qu'on appelle l'adoubement. L'adoubement villageois, il faut être reconnu et validé par les siens. Et là, le jeu politique se joue au village. On voit bien que le jeu politique se joue au village dans la mesure où, quelle que soit l'échelle, l'échelle de la compétition politique, elle peut commencer ou terminer par le village. C'est-à-dire que si un politicien est, par exemple, élu en ville, il doit se faire reconnaître au village, même s'il n'était pas reconnu dans son village, il doit se faire reconnaître là-bas. Si l'ascension politique aussi est censurée par les bons rapports avec le chef de son village, les bons rapports avec les ressortissants du village. Et là, on voit bien que les chefs traditionnels sont consultés lorsque un des fils, par exemple, va être promu à des responsabilités au niveau de l'appareil politique de l'État. Aussi, ce n'est pas seulement au niveau de l'élite, les classes moyennes, les ressortissants, les classes de faible revenu, ils ressentent un devoir d'accompagnement et de soutien des entrepreneurs politiques parce que de toutes les façons, les dividendes politiques doivent être redistribués au sein de la famille, au sein du village. Et là encore, lorsqu'on regarde la redevance ou bien le pouvoir du village au niveau politique, on va voir bien que le chef de village, il a une capacité de sanction. Par exemple, pour un fils qui fait de la politique et qui n'est pas allié ou bien qui ne marche pas suivant les intérêts du village, il sera interpellé, où qu'il soit, il sera interpellé. Et cela montre bien que le village est régulateur du jeu politique lorsque ça coince en ville. Il y a aussi le fait que le retour au village, lorsqu'on se sent vulnérable d'un point de vue spirituel ou religieux, il y a ce recours systématique au village en cas de vulnérabilité religieuse ou spirituelle.
On peut aller au village pour se venger ou pour se protéger d'un citadin, par exemple, ou d'une affaire qui est en ville. Et donc, le village est un réarmement moral pour le citadin qui se sent en difficulté en ville ou qui veut se projeter par rapport à une situation en ville. J'allais dire que la campagne est un anti-stress pour le citadin, quel que soit qu'il fasse la politique ou qu'il soit dans les affaires. Il y a un moment où il a besoin de se retirer au village pour se ressourcer. Et je m'en vais parler des marqueurs de consommation alimentaire. Hier, on en parlait d'ailleurs au dîner hier pour dire que dans les villes africaines et surtout dans les villes camerounaises, il y a l'importation des plats traditionnels, la patrimonialisation alimentaire que l'on voit à travers les arts culinaires, ainsi de suite. Il y a une obsession de manger village, comme on dit chez nous, qui habitent de plus en plus des citadins. Et donc, lorsqu'ils trouvent des moyens de s'en offrir, ils n'hésitent pas et ça crée de la dépendance. Il y a par exemple, lorsqu'on observe le paysage urbain, on va voir les taroteries, les ocoteries, les doletteries qui se mettent en place et qui marquent le paysage de leur forte présence, les restaurants, avec tout ce que ça draine comme approvisionnement en ceci, en cela, et que les citadins les adorent. On va voir bien que dans leurs habitudes alimentaires, comment ils raffolent toutes ces structures, toutes ces infrastructures liées à l'alimentation qui se dégagent dans les représentations gastronomiques. Et donc, ça dégage une dépendance et ces identités ethnoculturelles structurées autour de la consommation qui renforcent l'unité, le vivre ensemble et finalement un tourisme gastronomique qui est davantage étudié au Cameroun et qui montre bien que la campagne jusque-là se reproduit, a un pouvoir de reproduction, un pouvoir sur les citadins. Et là, encore, lorsque on observe des citadins qui voyagent quasi périodiquement à la découverte de ces aménités des villages sous la forme de tourisme gastronomique. Et là encore, l'agriculture urbaine, lorsque nous regardons l'agriculture urbaine avec cette idée ce miroir de pouvoir de la campagne, on voit bien que l'agriculture urbaine exprime une représentation. Et cette représentation s'associe au village en termes sous les formes de l'agriculture bio, lorsqu'on cultive en ville. Et moi, j'exclus dans cette agriculture urbaine l'agriculture de type commercial, de type vaste habitude, celle qui est pratiquée par les citadins en ville, dans l'optique de l'autoconsommation, davantage de l'autoconsommation. Lorsque vous discutez avec ceux qui pratiquent cela, ils associent ça à l'agriculture biologique, bio, entre guillemets, et qui leur rappelle le village. Et donc, même l'agriculture biologique, l'agriculture urbaine rappelle donc que la campagne a toujours un pouvoir sur le citadin, notamment en termes de ce qu'il va consommer en ville. Et
j'en reviens à la question de la lecture transgénérationnelle de ce pouvoir des campagnes sur les villes. Alors, on aurait pensé que la redevance ou la revanche des campagnes devrait s'arrêter si, au moment de la sédimentation urbaine, c'est-à-dire que quand l'urbanisation ne devrait plus être le fruit de l'exode rural. Et donc, mais c'est vrai que je n'ai pas fini des observations dans ce sens, mais lorsqu'on regarde les citadins qui sont nés en ville et qui ont déjà, ouais, quand ils ont moins de 30 ans, ils s'en foutent du village, le village de leurs parents, ainsi de suite. Mais lorsqu'ils prennent déjà une femme, ils ont des enfants, ainsi de suite, vous voyez qu'ils commencent à adhérer dans les associations tribales. Ils commencent à découvrir, à aller au village. De temps en temps, les réunions familiales se font au village et ils découvrent la nécessité d'aller au village. Donc il y a un âge, il me semble à ce niveau qu'il y a un âge à partir de 30, 40 ans que le citadin qui est né en ville éprouve un désir, fort désir de retrouver la campagne, de retrouver le village de ses parents. Et j'ai essayé d'échanger avec les jeunes gens qui construisent au village. Et il y en a parmi eux ceux qui n'étaient pas nés au village et qui, pour eux, c'est une question de fierté, de construire au village, d'appartenir. Mais là, j'ai observé qu'il faut quand même faire attention à ce niveau-là parce que ces jeunes-là qui rentrent construire alors qu'ils n'avaient aucun lien avec le village, contrairement à ceux qui étaient partis des villages, c'est quand même une sélection. Ils sélectionnent parmi tout ce que le village offre, ce qui est le plus intéressant pour eux. Et ce qui est le plus intéressant pour eux, ce n'est pas tant le... Bon, il y a un rattrapage culturel, mais c'est un choix, une sélection. Par exemple, honorer les parents, faire les funérailles. Les funérailles des parents, il faut d'abord que j'aille construire ma maison avant d'engager, on refait les funérailles. Vous voyez un enfant qui dit, lorsqu'on faisait les funérailles de mon père, je n'étais pas encore quelqu'un. Maintenant, je vais les refaire parce que je suis déjà un homme, il faut que je le fasse. Et donc, ces choix-là, ils choisissent des éléments qui leur conviennent, des cérémonies. Il y a même d'autres qui décident de faire les rites initiatiques qui sont consacrés au village, par exemple poser la chaise, porter le chapeau, je ne sais pas, ainsi de suite. C'est autant de choses qu'on voit les jeunes citadins rentrer au village faire. Et donc ça leur donne une connexion, et donc pour moi c'est le pouvoir de la campagne sur les citadins. Même, il y a aussi des peurs que ces jeunes-là émettent. Moi, dans l'air culturel Sawa, j'ai vu, ou Fambeti par exemple, on a vu des jeunes qui ont peur d'aller au village, ou du moins qui disent qu'il faut aller au village à certaines conditions, par exemple. À certaines conditions, il y a des conditions, il faut des garanties pour leur sécurité, pour ainsi de suite. Et donc, c'est ces représentations un peu négatives du village, les représentations négatives du village, qui peuvent les freiner, mais dans leur élan intérieur, ils ont bien envie d'aller au village et de réaliser des choses. Donc,
Au niveau de la diaspora, nous avons échangé avec ceux qui ont longtemps résidé à l'étranger. Et on a vu que dans un premier temps, ils ont envie, il émerge chez eux, ils construisent d'abord dans une ville. La ville la plus, peut-être, Douala, Yaoundé, Bafoussam, je ne sais pas. En tout cas, la ville leur dernière ville de résidence, par exemple. Avant d'aller à l'étranger, ils construisent là-bas dans un premier temps. Et lorsqu'ils sont déjà vers la retraite, ils construisent finalement au village. Et donc, chez eux aussi, il y a cette envie, ce souci, cette conscience que leurs restes rentreront jusque dans leur village d'origine. Ils seront enterrés au village. Donc, tout cela nous permet de dire que le village a un pouvoir sur la ville et sur les citadins. J'ai même oublié, même le citadin, lorsqu'il va construire en ville, acheter un terrain et construire en ville, il achète un terrain parmi aussi en réfléchissant sur comment est-ce que il pourra se rendre facilement dans son village. Il construit en pensant dans sa tête que, ouais, s'il n'est pas là, comment la cour va être, ainsi de suite. Il réfléchit sur un certain nombre de paramètres lorsqu'il aménage son espace en ville. Et ces paramètres, parmi les motivations ou bien les raisons, il y a toujours cette relation au village. Donc, voilà un peu comment je regarde en ces 5 points le pouvoir que les campagnes ont sur les villes, sur les citadins au Cameroun. Et nous pensons que ce pouvoir des campagnes, il a été invisibilisé et qu'il faut davantage le regarder. Et pour le regarder, il faut avoir une lecture inversée des relations ville-campagne. Merci pour votre aimable attention. Bravo.